24 février 2022, des centaines de milliers de femmes ukrainiennes se sont mises en route pour quitter le pays en guerre. D'autres, au contraire, y revenaient. Revenaient pour rester, pour témoigner, pour essayer d'être utiles. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Oksana Leota, comédienne ukrainienne, professeure de langue française. Depuis la grande invasion russe, elle travaille comme fixeuse pour des médias français et francophones. Oksana était avec l'équipe de BFM TV au moment où Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste français, a été tué dans un bombardement russe. Bonjour Oksana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à ce podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît ici en Ukraine comme comédienne. Tu avais travaillé aussi comme institutrice à l'école française ici au centre de Kiev, mais depuis la grande invasion russe, on te connaît surtout comme fixeuse. Ce métier énigmatique, ce métier qui, les gens qui aident les journalistes internationaux de couvrir l'actualité ukrainienne, tout aussi en te déplaçant dans les zones de combat, dans les zones de guerre. Explique-nous en quelques mots ton parcours, comment s'est-il formé et comment déjà est-ce que tu es devenu francophone? Je suis née à Kiev et par pur hasard, mes parents m'ont inscrit à l'école la plus proche dans le banlieue de Kiev où j'ai grandi, et c'était l'école où on apprenait la langue française, l'école spécialisée en langue française. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le français à partir de 6 ans. Et ensuite, j'ai compris que j'aime beaucoup la langue, la culture française, et j'ai continué à la fac. J'ai fait l'université linguistique de Kiev et j'ai obtenu le diplôme de professeur de français, d'anglais et de la littérature, des lettres. Parallèlement à mes études à l'université, j'ai fait du théâtre, par-ci par-là, l'école de mime, l'école de danse, les parcours dramatiques et finalement les parcours de l'art dramatique. Et finalement, j'ai compris que j'ai envie de faire du théâtre à l'échelle plus professionnelle, d'être diplômée. Donc j'ai postulé pour master études du spectacle vivant pôle pratique dans le cadre du programme Erasmus Mundus, et j'ai été acceptée. Donc j'ai fait mes études du théâtre en Belgique et en France. Ensuite c'était bien dans les années 2012-2013, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et au moment de Maïdan, j'ai compris que je veux revenir en Ukraine. Donc je suis revenue en Ukraine. J'ai commencé à travailler au lycée français où j'ai passé 13 ans. Et j'ai continué à faire des projets théâtraux. Mmh. Donc jusqu'à l'invasion totale. Voilà, exactement. Donc cette invasion à grande échelle t'a surpris puisque tu étais, comme tu l'avais dit dans d'autres interviews, que tu étais à l'étranger, que tu étais en vacances, n'est-ce pas, le 24 février 2022. Qu'est-ce que t'a motivé, toi, de prendre un billet et de retourner ici en Ukraine? Maintenant, quand j'essaie d'analyser ce qui s'est passé, je pense que c'était une décision guidée par les émotions et pas très logique. Mais au moment que j'ai appris que la guerre a commencé, j'étais à Sri Lanka en vacances, une journée seulement. Et
j'ai tout de suite compris qu'il fallait revenir en Ukraine. J'étais avec une amie, nous avons annulé tout le parcours, les Airbnb, et nous avons commencé à chercher le moyen comment revenir en Ukraine. À ce moment-là, c'était un peu le chaos, car les aéroports, on ne comprenait pas s'ils étaient bombardés ou fermés et s'ils vont réouvrir, rien n'était clair. Donc ça nous a pris peut-être encore 5 jours pour comprendre comment faire le chemin à l'envers. Et voilà, j'étais de retour en Ukraine assez vite, début du mois de mars, 5 je crois ou 6 mars, j'étais déjà en Ukraine. C'était le moment où les troupes russes, rappelons-nous à nos auditeurs, étaient tout près de Kiev. Il y avait des bombardements, la ville de Boutcha, les banlieues de Kiev, la ville de Boutcha, Irpin, Borodianka étaient lourdement bombardés à cette époque-là. Donc un peu plus tard, nous avons découvert le coût humain de cette invasion russe à côté de Kiev. Donc c'était le moment très dramatique en quelque sorte. Et donc tu as fait en quelque sorte le chemin en revers parce que les gens normalement partaient, quittaient Kiev fin du mois de février, début du mois de mars, parce que c'était vraiment très grave. Comment est-ce que tu auras trouvé la capitale début mars 2022? C'est vrai que c'était pas facile de revenir, sachant que tout le monde partait. J'étais toujours en contact avec mes amis, mes copines, qui me disaient nous on part, ne reviens pas ici. Et moi j'étais comme attendez-moi, j'arrive. Et au moment quand je suis revenue, il y avait plus personne. Tout le monde était parti. Le chemin était compliqué et long parce qu'imaginez de Sri Lanka en essayant de trouver les billets moins chers sans comprendre par quel train prendre. Enfin bref, c'était assez compliqué. Mais et puis je suis revenue à Kiev. Qu'est-ce qui m'a frappé ici? Alors, j'ai passé la première nuit à la gare, car le train est arrivé après le couvre-feu. C'était le premier, oui, pas le premier couvre-feu parce que nous avons eu Covid, mais le premier vrai couvre-feu quand tu avais peur de sortir dehors. Et à ce moment-là, il n'y avait pas j'ai essayé de demander à tous mes amis qui étaient déjà dans la défense territoriale s'ils pouvaient venir me chercher, mais tout le monde disait que c'était tellement dangereux, tellement un chaos que voilà, c'est mieux que tu dors à la gare. À la gare, j'ai vu tous ces gens qui partaient. C'était compliqué. C'était la nuit très froide et surtout, si je pense à cette nuit, je me rappelle que tu ne trouves jamais la place pour... Il y avait très peu de place parce qu'il y avait beaucoup de gens avec les valises, les enfants, les animaux. Tout le monde était partout et le but, c'était de trouver quelque part la place pour pouvoir s'appuyer contre le mur, car passer la nuit dans le centre de la salle était compliqué. En plus, j'avais 3 drones avec moi. Tu les as trouvés c'est en Pologne, une communauté ukrainienne qui était en Pologne, qui ont acheté les drones, qui m'ont demandé de les amener à Kiev. Donc, moi, je n'arrivais pas à dormir. J'avais peur que quelqu'un me vole ces drones. Il y avait des gens partout. Il y avait très froid. J'étais avec le documentaliste français. Rien n'était pareil comme ce que je me rappelais à la gare. Je voulais acheter de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau à acheter. Il fallait aller boire de l'eau dans les toilettes. Et dans les toilettes, vous savez, comme dans la plupart des toilettes, il n'y a que de l'eau chaude. Pour ne pas la boire. Je me rappelle le goût de cette eau de robinet chaud la nuit. Et voilà, le matin, un ami est venu me chercher et j'étais frappée par les rues complètement vides. Les feux ne marchaient pas. Il y avait les voitures très rares avec des militaires. Personne ne respectait les codes de route. Tout le monde passait un peu partout. C'était assez sournois, tout a été fermé. C'était l'impression assez sournoise et frappant. Parce que quand je suis passée par Lviv, c'était quand même différent. À Lviv, les pharmacies étaient ouvertes, les magasins étaient ouverts. J'avais l'impression qu'il y avait plus de mouvement, de vie, et Kiev semblait complètement pas mort, mais en hiver, comme les ours en hiver.
Oui, donc c'est une ville qui s'est transformée en une forteresse, une véritable forteresse avec très peu de civils, avec des militaires, avec des périodes de couvre-feu qui duraient des heures et des heures, parfois des jours aussi. Donc oui, un moment clé dans l'histoire moderne de l'Ukraine, parce que nous savons déjà aujourd'hui que la capitale, heureusement, avait tenu le coup, mais ça aurait pu être différent. Alors quel était ton projet pour retourner à un pays en guerre, de faire ce chemin à l'inverse de tous les autres? Tu avais un projet en tête ou c'était juste un retour comme ça émotionnel qui est abouti, on le sait déjà, avec le travail très régulier avec des médias, notamment avec des médias français en tant que fixeuse? Je n'avais absolument aucun projet. Je ne comprenais pourquoi je revenais. Je savais juste que je devais revenir. Je n'avais pas de projet, ni d'aider, ni de sauver l'Ukraine. Je ne comprenais pas ce que j'allais faire. Mais je savais que je ne pouvais pas être loin de mon pays quand quelque chose de si important se passe là-bas. C'était un peu comme avec la révolution de Maïdan. Pareil, je suis venue ici, j'ai passé plus que 2 mois au moment de la révolution, même quand à ce moment-là, je faisais mon master à Nice, parce que émotionnellement, c'est très compliqué d'être loin quand ta famille, tes amis et ton pays est en train de vivre quelque chose de très intense, important, dangereux et Voilà, historique, profondément historique. Donc je comprends ce sentiment de vouloir être là, et à la fois, on sait que le travail de fixeuse avait commencé pour toi. Sans doute, tu étais une des rares personnes francophones actives durant cette période-là. Comment est-ce que les médias français se sont retrouvés pour travailler ensemble? Je crois que quelqu'un en France a donné mon numéro. Je ne me rappelle plus qui, ça doit être une des copines, à une journaliste de France 2, Dorothée Olyric. Et au moment, d'ailleurs déjà, je faisais ce chemin de Pologne en Ukraine avec un documentaliste français. Mais là, c'était juste, on l'a fait ensemble. Et au moment, une fois arrivé à Kyiv, il y avait une autre personne qui travaillait avec lui. Et moi, le jour même, donc le matin, j'ai fait le chemin pour arriver chez moi. J'ai vite fait la valise, j'ai pris une douche et je suis partie à l'hôtel national où il y avait l'équipe de France 2. J'ai reçu un appel sur le chemin de cette journaliste qui m'a demandé qui me disait qu'elle avait besoin d'une fixeuse et me demandait si je voulais bien être fixeuse. J'ai dit oui. Et après, j'ai demandé ce que c'était une fixeuse. Ce n'est pas le métier que je connaissais avant, même si j'ai compris qu'en travaillant, par exemple, pendant Maïdan avec la télévision suisse, c'était aussi un peu ça, peut-être, mais un peu différent parce que à cette époque-là, on restait quand même sur le même lieu. C'est comme ça que mon retour en Ukraine a pris le sens et est devenu plus encadré. Je me suis accrochée à cette idée de travailler avec les journalistes parce que sur le chemin, j'ai aussi compris que je vais sans comprendre. Sûrement, je trouverai quelque chose, mais c'était important, moi, de comprendre que je puisse faire quelque chose en arrivant, car mes parents étaient quelque part dans le village bloqué, de la région de Tchernigiv, bloqué. Mon compagnon était bloqué aussi parce qu'il a amené sa maman chez sa grand-mère. Donc et comme ça, sachant que le jour même, quand j'arrive, je commence à faire quelque chose, ça m'a donné de la sûreté, du sens, et ça m'a structuré enfin la pensée. Structurer la vie aussi, qu'est-ce qu'on fait dans les villes désertes où il n'y a pas d'amis, où il n'y a pas de la routine de tous les jours, où tous les repères sont perdus, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire parce que rien ne marche comme avant, les transports ne marchent pas, d'ailleurs les magasins sont fermés, qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, cette ville structurée, tu avais resté quelque temps à l'intérieur de la capitale avant de partir plus loin, n'est-ce pas?
Au moment quand Kiev était presque assiégé, nous avons travaillé surtout à Kiev et dans la région de Kiev, et plus proche vers le nord, de Brovary par exemple. Oui, à ce moment-là, toute l'attention était concentrée sur la capitale, même s'il y avait des combats partout. La question c'était est-ce que Kiev sera pris ou pas, la ville de Kiev sera prise. Et oui, nous avons travaillé au début sur des sujets qui se passaient à Kiev, dans la maternité, comment les femmes accouchent pendant la guerre. Nous avons vu les entraînements des volontaires, des soldats volontaires de la Légion Svoboda. Qu'est-ce que nous avons tourné comme des sujets à Brovary, dans le village qui était presque le dernier village avant la forêt, et puis où il y avait un autre village occupé par des Russes. C'est là la première fois que j'ai vu les gens qui vivaient dans les caves, les personnes âgées surtout. Donc nous avons travaillé sur ces sujets-là, oui. Oui. Et donc, et tout ce temps-là, tu n'avais presque plus de connexion, presque plus de lien avec ta famille, avec tes parents qui étaient dans la région de Tchernigiv. Donc, tu pouvais pas les appeler. Si, tu pouvais. Si, on était en contact. Je pouvais les appeler. Mais ils étaient en occupation. Non, ils n'étaient pas en occupation. Et ils ont vu et filmé d'ailleurs des chars russes qui passaient par Bobrovitz. Ils étaient à Bobrovitz. Mais comme c'est une petite ville. C'est une ville qui est très à découverte. Ils n'ont jamais vraiment resté et garé leurs chars là-bas. Ils sont passés et se sont cachés dans les forêts. Voilà. Donc, mais ils sont retrouvés derrière, en quelque sorte derrière la ligne du front. C'était pas la ligne du front, mais je veux dire l'avancée derrière cette avancée des troupes russes. Donc, de toute manière, elles pouvaient pas entrer librement à Kiev durant cette période. Ils ne pouvaient pas revenir, mais à ce moment-là, il a fallu évacuer ma mère parce qu'elle devait se faire opérer. Et c'est ça que j'ai compris, que la guerre, elle n'est pas seulement dans la difficulté de la guerre, ce n'est pas seulement les tirs, les bombardements, les avions, les roquettes, les missiles, mais c'est aussi tous ces besoins de la vie normale. Quand tu as mal aux dents, quand tu dois te faire opérer, il n'y a aucune possibilité de le faire. Mais heureusement, nous avons ensemble trouvé l'hôpital et ma mère a été évacuée à l'aide des volontaires, de ma cousine, en voiture. Elle a pu sortir pour se faire opérer à Kiev. Est-ce que tu te rappelles du sentiment de la peur pendant cette période très difficile de mars 2022? Pas vraiment. Je n'avais pas vraiment peur. Je pense que j'avais beaucoup d'adrénaline qui m'aide toujours à gérer la peur, et dans les situations comme ça, j'arrive à être concentrée et ne pas paniquer. Je me rappelle plutôt des sentiments de colère, de désespoir, comment j'ai pleuré en regardant les femmes, la première fois en regardant les femmes âgées qui vivent dans les caves, dans le froid, sans médicaments. Donc j'étais plus remplie de sentiments d'amertume, de colère, c'était plus ça que la peur. Exactement. Mais très très peu après, le danger imminent pour la capitale était écarté, puisque les troupes ukrainiennes ont réussi à repousser les troupes russes au-delà de Kiev, au-delà de la région de Kiev, la région de Tchernigiv, la région de Soumy, déjà début avril. Donc un grand soulagement pour tout un pays que la capitale avait tenu le coup. Et donc c'est une autre période où la guerre continue, mais elle n'est plus tellement proche, tellement approchée. Elle te concerne pas tellement, c'est-à-dire physiquement. Et donc, tu avais poursuivi ton parcours en tant que fixeuse en voyageant beaucoup, notamment dans les territoires tout près de la ligne du front, à l'est et au sud, j'imagine. Quel était le voyage le plus marquant pour toi? Je pense qu'il faut déjà dire que le plus marquant pour moi, c'était la libération de Boutcha, d'Irpin et de toute cette région de Kiev. Ça restera quand même la période la plus marquante parce que
c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu des crimes de guerre, beaucoup de corps, des gens exécutés. C'est pas quelque chose dont j'étais préparée. Pourquoi j'étais préparée donc malgré toutes mes missions sur la ligne de front, la route de Jytomyr entre les villages de Mri et Muil restera, je pense, une image la plus difficile pour moi à gérer dans ma vie. Quand c'était une route par laquelle les civils voulaient partir de la zone occupée, et dans les forêts à côté, il y avait une siège de Russes et ils tiraient sur les voitures qui passaient. Et c'est cette route, je pense que beaucoup de vous ont déjà vu des images où il y avait les corps empilés et entourés des pneus, parce qu'ils essayaient de brûler les corps pour pouvoir cacher leurs crimes. Mais comme les Russes partir vite, ils n'ont pas pu terminer. Et à ce moment-là, tous ces chiens errants qui, parmi les corps mi-brûlés, je pense que ça restera une image la plus frappante parce que c'était le début aussi. C'était tout début avril, donc tu as pu entrer dans ces zones avec les premiers journalistes, j'imagine, internationaux qui ont pu y aller tout juste avant le retrait des troupes russes. Donc c'était le retrait. Tout juste après le retrait de troupes russes. Oui, nous sommes allés avec les journalistes de BFM TV dans ces zones avec les premiers jours. Oui. Oui, donc là, c'est une douleur, c'est un traumatisme en quelque sorte que de voir cela durant des premiers jours après la libération. Mais ensuite, voilà, tu avais continué ton parcours en tant que fixeuse, quelqu'un qui aide les journalistes internationaux, notamment les journalistes français ou francophones quand ils sont ici sur place. Tu avais beaucoup voyagé durant ce travail-là. Comment tu pourrais décrire les territoires occupés que tu avais découverts à l'est de l'Ukraine? Quelles étaient tes impressions? J'ai surtout vu les territoires déoccupés dans la région de Kharkiv et au sud. Quelque chose qui est beaucoup plus même au sud, dans la région de Kherson. Ce qui frappe dans tous ces territoires, c'est la destruction, bien sûr. La destruction de l'infrastructure, les villages complètement rasés. Souvent, d'ailleurs, les villages occupés, où les Russes sont entrés assez vite, ne sont pas tellement détruites que les villages voisins où il y avait déjà les Ukrainiens, car les Russes, on le sait très bien, ne font pas d'économie ni d'obus ni d'artillerie, donc ils rasent complètement les villes et les villages et toute l'infrastructure civile qui se trouve sur la ligne de front de l'autre côté au plus proche possible. Donc, qu'est-ce qui m'a... la destruction, le sol tout troué qui ressemble à un sol d'une autre planète, tellement elle est endommagée. Les champs... Et la quantité de mines, des obus qui ne sont pas explosés, la pollution de la terre par des explosifs. Ce qui me frappe encore, c'est les animaux abandonnés, les animaux domestiques, le voyage dans le village de Strilech. D'ailleurs, je viens de lire ce matin, je crois qu'hier, Strilech, c'est un village qui se trouve à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, vraiment touche la frontière. Ce matin, je lis que je crois hier, les Russes ont tiré avec un missile anti-char sur une voiture civile en tuant un couple, un homme et une femme, et il y a encore un homme blessé. Donc, quand nous sommes allés dans ce village, ce qui m'a frappé, c'est les hordes des
porcs et des chèvres, parce que c'est une région où les gens ont toujours des animaux domestiques, et c'est tellement ça rentre pas dans l'image, dans ton image du monde, qu'il y a des émeutes de 10 porcs qui courent dans tous les sens, des chiens, des chats, tout le monde est abandonné en rôdant parce que quand tu dois courir sous les balles, tu vas pas prendre ton chèvre avec toi, même s'il y a ceux qui prennent, on le sait très bien, mais c'est très compliqué pendant tu peux pas prendre tous les chèvres ici, t'en as plusieurs, c'est vrai, oui. Les chevaux tués, donc quand il y a beaucoup c'était dans la région de Kupiansk, dans la région de Kharkiv, on a dû passer à côté de l'écurie qui a été frappée par un missile, et il y avait partout les chevaux blessés. Ils n'étaient pas blessés, ils étaient déjà morts, et puis d'autres chevaux qui couraient dans tous les sens, paniqués. C'est la destruction de la vie de tous les jours dans tous les sens, la destruction des vies des gens, de l'infrastructure, voilà, c'est ça. Et à quoi est-ce que ressemble le sud ukrainien? Tu avais évoqué la région de Kherson. Rappelons à nos auditeurs, Kherson, comme ville, a été libérée par les troupes ukrainiennes en novembre 2022. Et donc, tout ce qui est la rive droite du Dnipro, du fleuve Dnipro, est libéré. Mais toute cette région reste sous les tirs d'artillerie russe et missiles russes permanents depuis ça. Et donc, voilà, un spectacle sans doute aussi désolant que de voir les villages aussi dévastés, aussi détruits, et la population qui cherche comment vivre dans les conditions comme ça. Au début, Kherson, quelques jours après la libération de Kherson, c'était une image plutôt joyeuse, car Kherson n'était pas tellement détruit. Kherson n'était pas bombardé, presque pas bombardé quand il était occupé. Donc, c'était plutôt très... Les gens étaient heureux, ils étaient dans les rues, il y avait de la musique tout de suite. Puis il y avait très vite, les autorités ont essayé de rétablir l'eau et l'électricité. Il y avait les rassemblements sur la place centrale. Mais quelques jours passés, c'est là que le cauchemar pour les locaux a commencé. Et je me rappelle que nous avons fait le sujet peut-être quelques semaines après la libération de Kherson. Et c'était le moment de départ très actif de gens. Et les journalistes français leur posaient les questions, ils ne comprenaient pas, mais la ville est libérée, pourquoi vous partez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et tous ces mamans avec les enfants à la gare, ils expliquaient que c'est maintenant que la terreur commence, parce que une fois que les Russes se retirent d'une ville et qu'ils n'ont pas pu prendre ou tenir, ils ont une politique de destruction. Donc, ils essayent maintenant de détruire Kherson en bombardant chaque jour et en faisant le plus de dégâts possible. Rappelons-nous de barrages de Novokakhovka, par exemple, un écocide qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est très difficile, donc c'est une punition, voilà, une punition de quelque sorte, et donc cette zone qui était libérée, mais qui continue à souffrir, il va encore souffrir jusqu'au moment où les Ukrainiens n'arrivent pas à repousser les troupes russes encore davantage pour qu'il y ait une certaine distance, pour que au moins l'artillerie n'arrive pas, mais ça, voilà, ça n'exclut pas des missiles C-300 qui arrivent très vite, qui vont toujours bombarder, donc tout ceci, ça crée des zones que ce soit au sud, que ce soit à l'est, qui sont toujours sous attaque russe, même si ils sont formellement sous contrôle ukrainien. Quand on lit dans les communiqués officiels, voilà, tel ou tel autre territoire est sous contrôle ukrainien, ça c'est bien, mais en réalité, ça veut dire aussi que ce sont des territoires qui continuent à être martyrisés tous les jours. Et il a fallu un moment pour que les journalistes français le comprennent, parce que c'était et à Kharkiv et dans la région de Kherson qu'ils posaient toujours les questions à Kharkiv, à Kupiansk, aux gens, mais pourquoi vous partez? Qu'est-ce qui se passe? C'est la libération, ils s'attendaient à la libération, peut-être comme à la Deuxième Guerre mondiale, oui, libère. Et en fait, souvent, la libération, ça veut dire aussi entrer dans l'épisode de terreur par des Russes pour les locaux. Donc c'est... Oui.
Il y a encore un épisode qui t'a sans doute marqué, un épisode très dramatique. Et tu avais accompagné l'équipe de BFTV où il y avait ce jeune journaliste de 32 ans, Frédéric Leclerc-Imhoff, malheureusement très connu en France, puisque justement il était tombé victime en fait d'un des bombardements russes lors de votre voyage. Tu étais justement à ce moment-là à ses côtés. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée? Nous avons, à ce moment-là, la mission de BFM TV se passait dans la région de Donetsk. Beaucoup de journalistes, nous aussi, on était à l'hôtel, dans l'hôtel à Drushkivka, et c'était le moment de prise par les Russes de Severodonetsk. Ils entraient, ils avançaient, c'était les combats acharnés à Severodonetsk, Lysychansk. Restait encore une ville formellement contrôlée par les Ukrainiens, où il y avait les évacuations qui se passaient, où la police essayait de persuader les gens de partir, mais en même temps leur amener de l'aide humanitaire. C'était, disons, Lysychansk, c'était la dernière ville encore complètement contrôlée par les Ukrainiens avant la ligne de front. Et bien sûr, tous les journalistes, à ce moment-là, voulaient aller à Lysychansk, au plus proche de la ligne de front. Et chaque jour, il y avait les groupes de journalistes qui allaient à Lysychansk, soit accompagnés par des militaires, par la police, par les pompiers, Et nous sommes... Moi, en tant que fixeuse, j'ai arrangé le voyage à Lysychansk un jour, c'était le 30 mai 2022. Nous avons décidé de couvrir la mission humanitaire organisée par les autorités de la région de Lugansk, parce que Lysychansk c'est déjà dans la région de Lugansk, ensemble avec les équipes de police qui, en voiture d'évacuation blindée, aller à Lysychansk pour amener de la nourriture et de l'eau aux gens qui voulaient encore rester là-bas et évacuer ceux qui voulaient partir. Le chemin, c'était Bakhmout-Lysychansk. Bakhmout, à ce moment-là, était encore une ville qui n'était pas du tout détruite, avec cette allée de roses, et même désert, mais encore presque intact. Et sur le chemin de Bakhmout à Lysychansk, nous nous sommes retrouvés sous les tirs des obus, je crois, des mortiers russes. Et malheureusement, un obus a explosé très proche de la voiture. Et comme malgré le fait que le véhicule était blindé, ça n'a malheureusement pas sauvé la vie de Frédéric Leclerc-Imhoff, qui a perdu sa vie en faisant son travail de reporter. Il était devant dans le véhicule, il filmait la route. Dans cet accident, il y avait encore un policier ukrainien qui a été blessé, gravement blessé. C'était celui qui conduisait et il a pu quand même nous conduire jusqu'à la poste de police la plus proche à Lysychansk, où nous nous sommes abrités pour ensuite être évacués vers Bakhmout et faire le chemin de retour. Donc la mission a été tragiquement arrêtée par la mort de Frédéric. Donc voici malheureusement le prix que la presse, y compris la presse internationale, paye pour pouvoir couvrir le conflit, pour être à tout près de la ligne du front, pour raconter ce qui se passe sur la ligne du front. Là, ça fait très mal quand tu évoques des villes telles que Bakhmout, Lysychansk, et tu les évoques encore vivantes. Là, on sait que la ville de Bakhmout en tant que telle n'existe plus, que Lysychansk d'ailleurs était la dernière une ville de taille moyenne qui était prise par les Russes en été 2022. Ensuite, ils n'ont pas vraiment avancé, à part Bakhmout qu'ils ont détruit. Aujourd'hui, j'étais aussi frappée il y a quelques jours seulement
par l'actualité. Donc il y avait une nouvelle sur le fait que les troupes ukrainiennes ont repris Andriivka, un village à côté de Bakhmout. Mais paradoxalement, après avoir libéré Andriivka, il n'y a pas de place pour mettre le drapeau. C'est-à-dire que c'est tellement détruit qu'il n'y a pas un immeuble, il n'y a pas une construction solide pour que tu puisses mettre un drapeau. Donc c'est en quelque sorte une métaphore, une image très forte de ce que ça veut dire la guerre. C'est que pour toute cette zone très, voilà, donc les avancées des Russes, après les retours des Ukrainiens, alors ça crée un désert, ça crée ce paysage apocalyptique, il n'en reste plus rien. La grande question, combien de temps il nous faudra pour reconstruire tout ça? Nous avons parlé avec les militaires qui sont en train de protéger la ville de Mariinka et qui disent que maintenant, à Mariinka, il n'y a plus même 2 murs. Donc ça veut dire et que quand tu es à Mariinka, tu peux voir Donetsk parce que il n'y a pas, le paysage est tellement, la ville s'est affaissée, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de grands bâtiments, tellement la ville est rasée. Et j'ai appris ça en travaillant avec une journaliste Florence Obena sur l'article Mariinka, la ville fantôme qui n'existe plus, parce que quand nous avons croisé les habitants de Mariinka partout en Ukraine, ils disaient mais est-ce que je peux dire que je suis habitant de Mariinka? Cette ville n'existe plus que dans nos mémoires, parce que si Bakhmout est très 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 endommagé, mais je pense qu'il reste encore des immeubles. À Mariinka, apparemment, il n'y a plus de murs de quelques mètres, tellement tout est aplati, le paysage est aplati par les frappes. Il n'y a plus de rues, il n'y a plus de routes. C'est les images post-apocalyptiques. Voilà, c'est une ruine qui est totale, donc une totale ruine. Donc il faudra, est-ce qu'on peut parler déjà de la reconstruction ou de la construction sur la place 2? Et bon, tout ça, bien sûr, un espace, pour nous, pour quelqu'un qui est de loin, ça peut paraître juste un nom, à Mariinka, ou bien juste une place, mais pour des gens qui habitaient là-bas, c'est leur maison, c'est leur monde, c'est un endroit où ils ont grandi, où ils ont donné sans doute naissance aux enfants. Donc c'est inimaginable ce qui se passe pendant la guerre, c'est que énormément de gens, ils perdent tout ce qui les accroche à la vie. Donc voilà, ils déracinent littéralement. Donc c'est même plus une métaphore, mais beaucoup de populations perdent leurs racines, perdent leur terre. Et donc j'étais toujours frappée, peut-être tu as aussi constaté, j'en ai vu des civils qui retournaient dans des villages absolument détruits, comme par exemple Kamianka, à côté d'Izium, un village qui est complètement détruit, mais il y avait des civils qui retournaient dans ce village pour habiter dans les ruines. Et donc, ça peut paraître irrationnel, mais au fond de compte, on comprend, les gens veulent être tout près de leur endroit, de leur maison, de leur monde, même si ce monde-là, aujourd'hui, il ressemble à une ruine. Quand nous avons fait, par exemple, l'émission dans les villages déoccupés ou les villages qui étaient sur la ligne de front avant que la ligne de front ne bouge pas, il y avait toujours dans des villages 1-2 familles qui restaient, qui nourrissaient 30 chiens de voisins et qui vivaient dans les caves et qui ont survécu. Souvent, ils disent « Oui, les militaires ukrainiens nous ont toujours demandé de partir, mais non, on ne voulait pas. » Et la vie inimaginable, comment on peut survivre pendant des mois et des mois, l'hiver complet dans la cave, à 5, à 6. Mais il y a les gens qui tiennent à leurs murs, à leurs potagers, à leurs animaux. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, les Français ont du mal à comprendre. C'est les gens qui disent comment je peux abandonner mes abeilles. À Kurakhove, par exemple, il y avait un monsieur blessé par des éclats à l'hôpital, et quand on lui demandait mais pourquoi vous restez ici à Maximilianivka, à côté de Mariinka, qui est chaque jour au moins 10 fois, et les abeilles. Et il le dit très sincèrement, et c'est quelque chose que
je remarque que les Européens ont du mal à comprendre comment on peut s'attacher. Souvent aussi, j'entends la question, mais pourquoi il n'y a pas d'évacuation forcée des enfants? Parce que la police dit, mais si l'évacuation est obligatoire, on ne peut pas prendre par la force, attacher et mettre les enfants dans le camion. Et les Français disent, mais c'est inimaginable pour nous de comprendre, de rester dans les zones de combat. On aurait tous déjà partis, surtout avec les enfants. Comment ça se fait? Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment la différence de mentalité de cet rattachement à la terre. Rappelons-nous Tchernobyl, tous ces mamies qui revenaient par les chemins de loup après l'évacuation, qui ne voulaient pas vivre ailleurs que dans leur maison. Oui, tout à fait, tout à fait. Après cette grande catastrophe du XXe siècle, la plus grande de 86, l'explosion de Tchernobyl, il y avait des gens qui retournaient dans la zone contaminée, qui ont vécu toute la vie. Parfois, ils vivaient jusqu'à 80 ans, 90 ans. Donc, il y avait des mamies qui habitaient là-bas. Donc, tu avais évoqué voilà ce sujet qui est peut-être mal compris ou peut-être difficilement compris par l'audience internationale, notamment française, pourquoi les gens restent ici. Et ma dernière question à toi serait, quelle autre difficulté avais-tu comme fixeuse en travaillant avec la presse internationale, notamment francophone, à expliquer les réalités de la guerre et quelles différences de réaction, différences d'attitude pouvaient-tu constater lors de ton travail? Peut-être la question de nationalisme, des Ukrainiens nazis, des symboles nazis, etc. C'était quelque chose qui était souvent évoqué au début de la guerre. Tous les journalistes de tous les médias, je sais que c'est non seulement ceux qui travaillaient avec moi, mais tous les médias, avec tous les fixeurs, avaient les mêmes questions. Merci beaucoup, Oksana, pour cet entretien très éclairant et merci beaucoup pour ta sincérité et pour tout ce que tu fais pour continuer à aider la presse internationale à travailler en Ukraine et couvrir la guerre ici. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Oksana Leuta, comédienne ukrainienne, professeure de langue française qui travaille depuis la grande invasion russe comme fixeuse pour des médias français. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.